Le chant des sirènes. Le chant des sirènes. Bonsoir à vous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue dans votre émission féminine, féministe, humaniste, égalitaire préférée, Le Chant des Sirènes, sur les ondes de votre radio locale, Westrack. Nous sommes heureuses de vous retrouver comme d'habitude pour vous partager nos questionnements sur l'actualité, nos découvertes artistiques, littéraires, musicales, nos coups de cœur. Tous les 15 jours, on se réunit autour des micros de Westrack en suivant un thème, un fil conducteur à chaque émission et avec envie surtout de rendre plus visibles les femmes et leurs problématiques, de dénoncer les inégalités. Bref, de continuer de parler de ce sujet qui nous agite depuis des décennies. Et ce soir, l'actualité nous a soufflé la thématique de l'émission. Non, on ne parlera pas de COVID, mais de USA. Oui, des États-Unis d'Amérique, baby. Et ce soir, on se la joue American Dream. Et ce soir, pour vous embarquer outre-Atlantique, je serai votre hôtesse de vol, Caro, à votre service, accompagnée de Salomé. Bonsoir Salomé. Bonsoir Caro. Bienvenue parmi nous, c'est ta première participation ce soir. Tout à fait. En direct. Ils sont où tes parents? Et de quoi tu vas nous parler ce soir? Moi, du coup, je vais vous parler de l'histoire du mouvement féministe aux États-Unis. Voilà, la meilleure introduction possible pour cette émission dédiée aux États-Unis. Aubéry, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Super, toujours. Qu'est-ce que t'a inspiré ce voyage aux States? Que du positif, étant donné que je vais parler de l'avortement aux États-Unis. Youpi! Que les bonnes vibes. Marie, bonsoir. Coucou tout le monde, coucou les filles. J'imagine que nous avons encore concocté une playlist aux petits onion rings. Tout à fait. Bah oui, la playlist sera américaine ce soir, donc ne vous attendez pas à écouter Madonna. Bah si, on vient de le faire. Ni Beyoncé ni Lady Gaga, même si on les aime beaucoup, c'est trop classique et trop mainstream. Ce soir, non, on va chercher dans les bas-fonds des States, découvrir ce qui se fait de mieux actuellement dans l'underground. Ça va être gangsta rap de meuf, badass, ça va bitcher, ça va twerker. Waouh, beau projet. Et est-ce que tu vas nous parler d'autre chose? Oui, je ferai un petit portrait aussi de Angela Davis. Super. Et bien sûr, toujours Tiffen à la réalisation. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, une bonne bande de sirènes ce soir pour aborder donc ce thème de l'American Dream. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore vraiment parler de rêve américain en 2020? Je ne sais pas trop. Si on regarde seulement les 4 dernières années qui viennent de passer avec un Donald Trump au pouvoir, je pense que le mythe de l'Amérique, berceau de tous les possibles, a bien dégringolé. Mais quand même, l'élection il y a 2 semaines du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, donc démocrate, et de Kamala Harris, vice-présidente, entre parenthèses, la première femme vice-présidente des États-Unis, redonne quand même un petit peu espoir dans cette année de... Tout à fait. Donc voilà, l'occasion était donnée pour se pencher sur l'histoire féministe de ce grand et complexe pays, fait de mixité, de contradictions et parfois aussi d'avancées. Salomé, tu préciseras certainement plus de choses, mais en préambule, et tu me corriges si je me trompe, on peut dire que la naissance du féminisme aux États-Unis date de juillet 1848, lors de la convention de Seneca Falls, première convention pour le droit des femmes, et l'instauration du droit de vote pour les femmes en 1920, contre 1944 en France, rappelons-le. Tout à fait. Voilà, donc les États-Unis n'ont pas été en retard sur le sujet, bien au contraire. Même si aujourd'hui on peut avoir l'impression que le pays a fait machine arrière, qu'en est-il réellement? Donc c'est tout ce dont on parlera ce soir. Mais avant d'aborder tous ces très beaux sujets, on va bien sûr faire un petit aparté news. Et donc, avant de commencer sur ce thème American Dream, on vous tient en haleine, en vent d'haleine, et on plonge dans les news. Je vous invite à compter le nombre de blagues de Caro. Non, je me suis calmée après. Et donc, Marie, qu'est-ce que tu nous as dégoté comme petite actualité? Alors moi, c'est pas vraiment des news, c'est plutôt des coups de cœur, en fait, vu que confinement oblige, faut bien s'occuper. Donc ce week-end, j'ai découvert le dernier spectacle de Blanche Gardin, qui s'appelle Bonne Nuit Blanche, qui est dispo sur canalplus.com. J'adore cette comédienne humoriste et voilà, je vous conseille d'aller regarder Bonne Nuit Blanche parce qu'elle est vraiment super et elle soulève plein de thèmes féministes et voilà, je trouve que c'est très pertinent.
D'ailleurs, Blanche Gardin, qui est avec un humoriste fameux américain, justement. American. Tout à fait, je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref, c'est dans le thème. Super, bravo. One point pour Marie. Voilà. Et bref, elle aborde plein de thématiques très drôles, dont le hashtag MeToo et puis plein d'autres choses. Voilà, je vous le conseille, c'est très drôle. Oui, c'est de l'humour très décomplexé et qui fait du bien. Exactement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous conseille aussi le documentaire sur Arte TV qui s'appelle Pop Féminisme, des militantes aux icônes pop, donc qui est très très bien aussi, très bien documenté, du coup qui parle aussi du féminisme du MLF à aujourd'hui, en passant par évidemment Beyoncé qui a popularisé, on va dire, le féminisme et voilà qui a donné une grande claque et qui a rajeuni le féminisme et fait que c'est un mouvement qui est à la mode en ce moment et c'est très très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le documentaire autour de la table ? Non, madame, moi j'ai pas vu. Bon, 0 point alors. Zut. Mais non, je vous le conseille. Mais c'est un très chouette documentaire où justement il y a plein d'icônes. On en parlait un petit peu en off avant l'émission. Beaucoup d'icônes pop féministes françaises, américaines, qui défendent des choses très différentes. Ça va de Nicki Minaj à Angèle, Madonna, Beyoncé beaucoup. Sheila aussi, exactement. Et non, c'est un très très chouette documentaire qui, pour une fois, ça aborde déjà des thèmes qu'on a beaucoup entendus dans les documentaires, mais il est très bien fait. Ouais, comme quoi on est tous féministes. Mais bien sûr. Hommes, femmes. Tout à fait. Etc. Et il y a aussi une série qui s'appelle Zéro Stérone, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors j'étais pas très convaincue au début, je trouvais que ça jouait un peu mal et tout. Et puis finalement je me suis pris au jeu. Donc le pitch c'est 108 ans après la disparition du dernier homme suite à une guerre chimique. Il ne reste que des femmes sur Terre. Donc il y a deux sœurs en fait qui ne se posent plus la question parce qu'elles n'ont jamais connu les hommes depuis la société donc réorganisée reléguant les hommes au musée d'histoire naturelle. Mais voilà, quand Charlie, donc c'est une des deux sœurs, accompagnée par Lucie pour sa JAB, donc c'est la journée d'appel à la préparation à la procréation. C'est l'unique chance de la vie d'une femme de se faire inséminer dans la banque de sperme. Elle tombe nez à nez avec Gabriel qui les entraîne à la recherche du dernier homme sur Terre. Et voilà, enfin c'est une série qui a été créée et écrite que par des femmes. Et voilà, qui a été coproduite aussi par une femme, réalisée par une femme. Et voilà, c'est assez marrant, puis le thème est plutôt rigolo. Et où est-ce qu'on peut trouver cette série ? Je crois que c'est sur Netflix, mais je suis pas sûre. Okay. Je vérifierai mes informations. Et voilà, on mettra sur le podcast, bien sûr. Et puisqu'on en est aux recommandations de documentaires et de séries, il y a le festival du Crin des Moudres qui aurait dû se tenir là, au mois de novembre, qui est un festival programmé par des jeunes de 13 à 18 ans, je crois, avec une sélection toujours très pointue de longs et courts métrages et de documentaires. Et cette année, ils ont choisi pour le thème la fuite. Et j'ai forcément pensé à nous quand j'ai vu le documentaire Miss Mermaid, donc on prenait Miss Sirène, un documentaire qui dresse le portrait intime d'Alexia, une femme de Fécamp qui se réfugie dans l'idée de participer au concours de Miss Sirène France et se jette dans cette pratique originale du mermaiding pour oublier son existence et ses problèmes. Et à un moment, elle dit un truc que j'ai trouvé très touchant, comme l'est le documentaire. Je m'appelle Alexia, je suis grosse et ronde, et comme personne ne veut de ma gueule, autant que je me mette les pieds sous l'eau et la tête avec. Voilà. Donc c'est hyper sensible, sans jamais être moqueur, vraiment pas du tout, sur cet univers complètement inconnu. Donc je vous recommande, c'est gratuit, c'est visionnable en ligne sur le site de Normandie Images. Voilà, on vous mettra ça dans le podcast. Et puis, on voulait quand même parler d'actualité très rapidement pour vous dire que cette semaine, mercredi, donc 25 novembre, c'est la journée nationale contre les violences sexistes et sexuelles et qui est un rassemblement organisé par nous toutes au Havre, qui est donc mercredi 25 novembre à 18h au tribunal. Voilà, ça fait jamais de mal d'aller un petit peu montrer qu'on est présent et sensible à la question. Voilà un petit peu pour les actualités. Si je voulais juste revenir très rapidement sur le combat en Pologne contre les nouvelles réglementations contre l'IVG. On en a parlé il y a un mois, la dernière émission, et ça fait un mois quasi non-stop que les Polonaises, et les Polonais aussi d'ailleurs, ont entamé une grève des femmes assez virulente, et ils sont vent debout, ils sont dans la rue malgré les interdictions liées au Covid. Et voilà, j'espère qu'ils vont réussir à faire plier le gouvernement, mais en tout cas c'est une très belle lutte et big up aux Polonaises.
Voilà pour les actualités. Et on va s'écouter un petit morceau, Marie. Mais avec plaisir, et on va commencer fort avec un duo originaire de Brooklyn, New York City. Daily Girls, ça s'appelle, et ils ont sorti leur dernier album Boss en août dernier. C'est sale, c'est chaotique et violent. Donc c'est composé de Tommy Kelly, donc qui est un homme, aux machines, de Danny Orlovsky au chant. Daily Girls, c'est un crachat excuse-moi, j'ai encore romance. Daily est un crachat sur toutes les formes d'intolérance, une déclaration de guerre à l'encontre de la vicieuse pensée dominante. À coup de lacération électropunk et de slave industriel, le duo défonce tout sur son passage. Marche sur les cadavres de la bienséance. Donc épuré à l'extrême et d'une efficacité redoutable, leur dernier album n'est pas là pour faire danser les foules, mais pour les crucifier sur place, avec ses rythmiques massus et ses synthés au vitriol, puisant sans limite dans tous les genres. EBM, alors ça, EBM, c'est Electronic Body Music, hardcore, rave, technopunk, metal, voilà, il dynamite tout de l'intérieur. Un album politiquement et musicalement engagé qui fait du bien au corps et à l'esprit. Et on écoute Gatekeeper. Et voilà, vous êtes toujours sur le chant des sirènes sur Westrack Radio. Et oui, et nous on vous décrasse les oreilles, les petits cocos. C'est pas parce qu'on est au mois de novembre qu'on est là pour s'endormir. Et donc c'était Daily Girls, Gatekeeper, un morceau sélectionné par Marie pour notre émission spéciale USA, spéciale American Dream. Et du coup, ce soir on parle des États-Unis, de l'histoire forcément du féminisme un peu aux États-Unis. Et justement Salomé qui nous rejoint ce soir pour l'émission va nous parler un petit peu de cette histoire du féminisme aux États-Unis. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente de parler d'un sujet que j'apprécie énormément. Donc déjà, le féminisme, évidemment, mais surtout le féminisme aux États-Unis, parce que c'est quand même une histoire d'un pays complexe, et c'est une histoire complexe qui est encore en train de s'écrire aujourd'hui, comme on a pu le voir avec les news que Caro et Marie, vous nous avez présentées au début.
Et donc, comme l'a souligné Caro au début de l'émission, c'est vrai que le féminisme aux États-Unis, c'est né en 1848 à New York, lors du Seneca Falls, qui est donc le tout premier rassemblement des militantes pour le droit des femmes. Il aura réuni plus de 100 participants sur 2 jours, ce qui est énorme dans ces années-là. Elles vont toutes ensemble décider de monter une campagne pour le droit des femmes à posséder une propriété et elles vont demander le droit à l'éducation. Sauf que plusieurs problèmes vont se poser à ce moment-là. Déjà, c'est un mouvement qui n'est pas du tout inclusif. Il est centré uniquement sur les problématiques des femmes blanches. Et à cette époque, la question du vote ne va pas du tout être évoquée. Malheureusement, puisqu'en fait la plupart des femmes dans les années 1850 sont plutôt touchées par cette question-là, et c'est vrai que ce mouvement ne va pas du tout aborder la question. Et il va falloir attendre 1890 pour que l'on se soucie pleinement du droit de vote aux États-Unis et qu'on voit alors l'apparition d'associations qui vont lutter pour obtenir ce droit, et cela va s'avérer très très compliqué puisque en 1890 il est interdit de manifester. Et donc, il va falloir attendre 30 ans, donc 1920, donc 30 ans après l'évocation du problème pour que le droit de vote soit accordé aux femmes aux États-Unis. Et c'est seulement grâce à toute une vague de manifestations devant la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, énormément de femmes vont se retrouver arrêtées. Elles vont faire des grèves de la faim pour vraiment obtenir ce droit qui est primordial. C'est ce qui va marquer la fin de ce qu'on appelle la première vague du féminisme. Et c'est après l'obtention du droit de vote, que le mouvement va s'essouffler pendant plusieurs années. Il va reprendre vraiment son essor dans les années 60 avec l'apparition du livre de Betty Friedan qui s'appelle « La femme mystifiée » et on pourra mettre le lien après pour le consulter. Et ce livre va parler de l'insatisfaction et du manque d'épanouissement des ménagères blanches américaines. Ce livre va s'appuyer sur le concept très connu qui est « le privé est politique ». C'est un slogan qui est très connu, qui va être utilisé durant toute cette seconde vague féministe. Il va être repris dans des tracts, il va être beaucoup utilisé en manifestation, il va être publié dans des essais féministes. Le privé et politique part du constat que le partage des tâches domestiques entre les hommes et les femmes n'existe tout simplement pas. Et il invite les femmes à monter une révolution chacune de leur côté en commençant par donc ce qu'elles connaissent, leur maison en fait. Et donc tout acte privé devient un acte politique. Dans les années 60-70 aux États-Unis, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de femmes qui vont se réunir en groupe et qui vont discuter non seulement de leur vie en tant que femmes, mais aussi des expériences et donc des stéréotypes qu'elles vont subir parce qu'elles sont des femmes, comme donc le harcèlement sexuel, le viol, l'avortement et la violence domestique. Ce phénomène de regroupement va permettre un éveil de la conscience chez les femmes et elles vont se rendre compte que ce que jusque-là elles pensaient être quelque chose de normal ne l'est en fait pas du tout. Et les regroupements vont devenir un outil hyper important pour permettre aux femmes de se dire que en fait elles sont pas toutes seules. Et ça, c'est ce qui va illustrer l'autre slogan qui est très très connu de cette lutte, c'est la sororité, c'est le pouvoir. Et donc toutes ces discussions et regroupements vont permettre l'ouverture de refuges pour les femmes qui vont fuir la violence domestique. Et il faut comprendre qu'avant les années 70, il n'existait aucune structure de ce genre pour accueillir les femmes victimes de maltraitance, de viol. Elles n'ont aucun endroit où se réfugier. Et dans les années 70, en 72 à Washington, on voit le premier refuge tenu par des femmes bénévoles qui va se monter. Et donc, c'est juste une avancée super en fait dans cette question de la sororité. Et donc, c'est aussi aux États-Unis que la pilule contraceptive va être inventée, et c'est grâce à 2 femmes, Catherine McCormick, qui a consacré toute sa fortune à cette recherche, et à Margaret Sanger, qui est une infirmière new-yorkaise et qui est également la fondatrice du planning familial. Et en 1960, l'utilisation de la pilule contraceptive est acceptée aux États-Unis. Et pour la première fois, le mouvement de la libération des femmes va pouvoir se concentrer sur la libération sexuelle. Et là, on va enfin pouvoir séparer le plaisir sexuel de la procréation. Et ça va permettre de pouvoir parler du plaisir sexuel féminin et donc de masturbation féminine et enfin de soulever une question importante qui est le consentement. Et donc toute cette effervescence va permettre d'organiser des actions qui seront beaucoup plus provocatrices dans le mouvement féminisme, comme en 1968 où il y a une manifestation qui va s'organiser contre le concours de Miss America, où toutes les femmes manifestent donc devant ce concours organisé.
Et en fait, en manifestant dans la rue, elles vont défiler autour d'une poubelle qui s'intitule la poubelle de la liberté, dans laquelle elles vont jeter tous les symboles de l'oppression féminine, à savoir des bigoudis, des casseroles, du maquillage et des soutiens-gorge. Donc clairement, les années 60-70 aux États-Unis vont représenter une période extrêmement riche pour la cause des femmes, avec beaucoup de victoires du mouvement féministe, comme enfin on va reconnaître qu'un viol conjugal c'est illégal, ou enfin la légalisation du divorce par consentement mutuel. Et donc cette année-là vont aussi voir l'apparition du black feminism, dont Marie nous parlera un petit peu plus avec son portrait sur Angela Davis. Tout à fait. Super, merci Salomé. En effet, c'est une très bonne introduction à l'histoire du féminisme aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde les États-Unis avec un œil un peu genre moqueur de français en regardant les 4 dernières années. Voilà, en pensant que ce sont que des arriérés qui ne savent rien faire et un pays où tout va mal. Et en fait, au point de vue du féminisme, c'est un pays qui a beaucoup compté. Qui a beaucoup apporté. Il y a des choses qui ont beaucoup inspiré l'Europe et la France. Après, il y a plein de choses aussi négatives qui en sont sorties, mais comme partout. Et voilà, faut pas le regarder d'un œil moqueur, bien au contraire. Le mouvement MeToo est né là-bas aussi. Exactement. Et ils ont aussi ce qu'on appelle en France des superstars un peu du féminisme. Des vraies icônes, voilà, en des fait, vraies icônes du féminisme. Gloria Steinem en fait partie. Et voilà, nous en France, quand on dit féministe, on pense Simone de Beauvoir. Et on n'a pas c'est pas la même carrure de superstar, quoi. Bah, c'est surtout que c'est un féminisme qui tout de suite, de par leur position, de par leur grandeur, va inonder vraiment toute la planète. Et c'est un peu ce qui est évoqué dans le documentaire dont tu parlais, Marie, tout à l'heure, dont j'ai déjà oublié le nom. Le documentaire Pop Féminisme, voilà. Et justement, ils abordent des figures du féminisme comme Beyoncé, plus contemporaines. Actuelle, ouais. Voilà, où t'as du Madonna, t'as du Nicki Minaj. Et en fait, c'est vrai que dès que ces personnalités publiques-là ça t'attarde sur le féminisme, d'un seul coup, ça se diffuse à travers le monde et ça change la donne. Donc ils ont un rôle très important à jouer, et on espère qu'avec le prochain gouvernement, ça permettra de leur redonner une place un petit peu sur le champ du féminisme quand même. C'est une première vice-présidente Ah bah oui, puis là, elle a un peu les portes ouvertes aussi pour devenir peut-être, on l'espère, première femme afro-américaine présidente des États-Unis. On espère. Merci beaucoup Salomé pour cette introduction très intéressante qui pose bien les bases. Voilà. Merci pour l'invitation. On est très heureuse de t'accueillir, c'est un plaisir. Ça fait toujours du bien d'entendre des nouvelles voix dans le chant des sirènes. Eh bien Marie, je te propose de nous présenter un nouveau morceau. Oui, en plus je vous présente un petit peu cet artiste. Donc développer plusieurs personnalités est un mécanisme de défense bien connu quand il s'agit de faire face à un traumatisme, qu'elle soit donc Taco Bella ou Trap Lavigne ou Rico Nasty. Mariah Kelly, de son vrai nom, lutte sans relâche contre les obstacles qui ponctuent son parcours. Alors effectivement, en 2014, elle fait ses premiers pas dans l'univers du rap avec sa mixtape Summer Eve, dans la continuité de la drill music développée par ses consoeurs de l'Illinois Sasha Gohard et Cathy Godberns, qu'on écoutera un peu plus tard dans l'émission. Malheureusement, elle subit un violent coup d'estoc car quelques mois après la sortie de son premier projet, son petit ami décède d'une crise d'asthme sous codéine. Bref, et comme le destin n'en avait pas eu assez avec elle, elle apprend à 17 ans qu'elle porte l'enfant de cet homme disparu. Donc évidemment, ça stoppe directement sa carrière dans le rap pendant 2 ans. Mais Rico Nasty, après ces 2 années, enchaîne les projets portés non seulement par la nécessité de réussir pour son enfant, mais aussi par l'envie d'expier les démons qui la hantent. Donc la jeune femme y affine alors les différentes facettes personnifiées de sa musique. Quand elle est l'élégante Taco Bella, ses morceaux sont autotunés, chantés, sonnent presque pop. Transformée en Trap Lavigne, sa musique est vindicative, criée sur d'agressives productions. Enfin, Rico Nasty, sa principale personnalité, est une avide trappeuse qui pourchasse le succès. Donc si les différents aspects de sa musique lui permettent de se diversifier et de toucher plusieurs publics, c'est également une façon d'aborder les multiples masques d'une femme noire américaine se doit d'incarner au quotidien.
Faire partie d'une minorité, être une mère, une artiste et une femme se conjuguent aussi bien séparément qu'entrelacées. Et Rico Nasty, qu'on va écouter, a choisi d'en faire sa force. Donc la convergence de tous ses efforts ont finalement payé quand elle signe sur le label Atlantic Records. Son rap hostile et crié à la production autopilotée par une guitare électrique sonne comme une tronçonneuse, une des énergies les plus punk du rap, mais le slogan punk No Future n'est pas près de la concerner. On écoute Hornet de Rico Nasty. Grab the dump, yeah, boy. Down to your feet for your homies. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it, hold it. Down on your knees, my rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it. JPG, stomp when I walk, talk my shit. I ain't gonna stop when I walk in. Jaws gonna drop, they all in my face when I know what I got. Love what you see, you wanna deal on my shit so hot, yeah, I bet you catch a feel. Brand new crotch, you wanna steal. I don't know who you are if I'm keeping it real. Hold it, grab the dump here, yeah, boy. Down to your feet for your homies. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it, hold it. Down on your knees, my rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it. All up in the club with the girls in Vuitton, blowing up my phone, consider you blocked. She wanna be me, cause I'm what she's not. Cause I'm VVS and she's aluminum. Rock it and pop it, she wanna stop it. I'm out of pocket, and it's cars in my wallet. She tryna knock it, but she was just flocking. You wanna copy, got 7 pairs in my closet, little bitch. Hold it, grab the dump here, yeah, boy. Down to your feet for your homies. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it, hold it. Down on your knees, my rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it, hold it. Grab the dump here, yeah, boy. Down to your feet for your homies. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it, hold it. Down on your knees, my rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch? On it, on it, on it, on it. Et c'était Rico Nasty, Own It, un très beau morceau encore qui pulse bien, hein, Ouais. proposé par Marie. On est toujours dans le chant des sirènes sur Westrack Radio. Et ce soir, donc, on parle des États-Unis, de l'Amérique, de l'histoire du féminisme aux États-Unis. Donc, Salomé vient de nous faire une très bonne introduction sur un petit peu le paysage féministe aux States. Et Aubery, toi justement, tu voulais aborder un sujet un petit peu plus précis. Oui. Bah voilà, je te laisse la parole. Excusez-moi, Oui. Alors voilà. Bonsoir Aubery. Bonsoir. L'Amérique, enfin les États-Unis d'Amérique, United States of America, you know, comme on dit outre-Atlantique, les USA, quoi. Voilà. C'est le rêve, et pas n'importe quel rêve, c'est le rêve américain. C'est l'Eldorado, la conquête de l'Ouest, la richesse, le succès, le libéralisme politique et économique, la réussite, c'est la prospérité, c'est la consommation, l'ascension sociale par le mérite. Enfin, the American Dream, quoi. Putain, les USA, en fait, quand ils pensent, dans ta tête, ça fait ça. C'est une chance à saisir pour chacun, sauf si t'es noir, en fait, ou mexicain, ou indien, juste si t'es pas blanc, en fait, c'est un peu chaud, et si t'es malade aussi, ou pauvre, ou balède aussi, je t'en parle pas, si t'es une trans, si t'es femme aussi, enfin bref. Du coup, bon, les États-Unis, quand tu regardes d'un peu plus près, c'est pas vraiment le même alléluia. Voilà. Et donc le sujet est un peu sans fin sur ce qui va pas aux États-Unis. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais surtout vous parler des femmes aux États-Unis et surtout des femmes qui souhaitent avorter. On l'a dit, l'avortement a été rendu légal en 1973 et comme partout dans le monde, ce droit est constamment contesté, remis en question, voire tout simplement empêché.
Aux États-Unis, les personnes qui s'opposent au droit à l'avortement se font appeler les pro-life, ce qu'on peut traduire par pro-vie. Mais attention, ne vous y méprenez pas, ces personnes ne défendent pas la vie de la femme vivante réelle en chair et en os, mais celle du fœtus qu'elle porte et dont elle ne veut pas. Et ces pro-life sont très 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 créatifs. Alors on va faire un petit rôle de composition, un petit jeu. Oui. Voilà, un jour vous vous réveillez, vous apprenez que la cousine de la demi-sœur de la femme de votre voisin du 4e est enceinte. Elle s'appelle Miranda, elle a 19 ans et elle préfère étudier que torcher des culs. Donc elle souhaite avorter. Et en plus, elle est endettée de 46 750 €, soit le prix moyen d'une année de fac aux États-Unis. Donc vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue, mais vous trouvez ça intolérable qu'elle soit enceinte et qu'elle veuille avorter. Donc vous décidez de ralentir son accès à l'avortement, parce que vous êtes pro-life et qu'en plus, il n'y a rien à la téloge ces temps-ci, donc ça vous occupe. Voilà, vous disposez de plusieurs options. La première, c'est que vous soyez élu à la Cour suprême des États-Unis pour attaquer en direct la loi Roe versus Wade qui rend légal l'avortement aux États-Unis. Pour ça, donc, il faut être juge, il faut surtout être pote avec Donald Trump, et puis comme ça, vous rejoignez les copains, parce qu'en fait, il a déjà élu 2 juges ouvertement hostiles au droit à l'avortement à la Cour suprême. Une autre option serait d'être gouverneur d'État. Auquel cas, vous pourrez promulguer en toute quiétude une loi qui permet la réclusion à perpétuité des médecins qui pratiquent les avortements. Mais bon, ce serait du temps perdu puisque cette loi est déjà votée en Alabama depuis le 14 mai 2019. Sinon, vous pourriez aussi faire des lois trap, donc c'est-à-dire des réglementations qui ciblent uniquement les lieux qui permettent l'avortement. En gros, vous inventez des règles absurdes et impossibles à appliquer pour forcer les cliniques à fermer. Par exemple, vous pouvez exiger une taille ou une largeur de couloir, exiger une taille spécifique des places de parking, obliger à installer 67 portes s'ouvrant vers l'intérieur et 47 s'ouvrant vers l'extérieur. Et sous la pression de ces réglementations, les cliniques ferment parce qu'elles ne peuvent pas les appliquer. Et c'est comme ça que 6 États se sont retrouvés avec une seule clinique pour avorter. Donc Miranda, cette fameuse cousine de la demi-sœur de la femme de votre voisin, si elle habitait dans un de ces États, elle devrait faire 160 km pour trouver un lieu encore ouvert. Sinon, vous pourriez aussi faire une législation qui interdit l'avortement après 6 semaines. Donc généralement, avant que la femme elle-même se rende compte en fait qu'elle est enceinte. C'est déjà le cas en Géorgie, en Ohio, dans le Kentucky, en Mississippi et en Louisiane. Ou alors, tout simplement, interdire l'avortement à partir du moment où la femme est enceinte. En fait, je vois pas pourquoi on se fait chier. Autant aller directement au but. Hein, ouais. C'est ce qu'a fait l'Alabama. Vous pouvez également filouter un petit peu et déposer à la Chambre des représentants un projet de loi qui élargit la notion de personne à tout être à naître. Donc en fait, si vous avortez, c'est un homicide. Donc, une femme qui avorte est passible de la peine de mort. C'est ce que l'Ohio a fait en mars 2018. C'est malin, ils sont malins, les ricains. Si le droit, c'est pas trop votre truc, parce que c'est un peu chiant quand même, toutes ces études, ça coûte cher, vous pouvez également rejoindre les groupes de bénévoles qui manifestent devant les centres d'avortement. Enfin, ceux qui restent en fait. Le principe, c'est ultra simple. Vous restez toute la journée devant le centre, vous avez une pancarte avec un petit embryon mort, c'est sympa. Vous attendez qu'une femme qui a donc réussi à payer son trajet et à faire 200 km se pointe, vous la huez, vous l'insultez, vous la culpabilisez, vous l'humiliez, vous la prenez en photo, vous la postez sur les réseaux et vous précisez bien qu'elle est indigne et qu'elle ne respecte rien ni personne, surtout. Vous pouvez également militer pour abolir les fonds qui aident toute organisation travaillant pour la santé. Comme ça, vous empêchez non seulement les avortements, mais aussi ces mêmes organisations de proposer des services comme la contraception, le dépistage des MST, du VIH, du cancer de col de l'utérus, aussi d'aider les victimes de violences, etc. C'est vraiment gagnant-gagnant. Ils sont très forts. Il faut y aller, quoi. Et en plus, quand vous faites ça, vous avez le soutien et l'exemple de Donald Trump, puisqu'il a lui-même demandé aux organisations internationales financées en partie par les États-Unis, de ne pas mentionner l'avortement comme option ou comme solution si des femmes en détresse viennent les voir. Donc en fait, il y a plusieurs moyens de freiner l'accès à l'avortement aux États-Unis, par des lois contre les femmes qui avortent, par des lois contre les médecins qui réalisent les avortements, par des lois contre les lieux où ont lieu ces avortements, et simplement en coupant les subventions, les aides financières. Donc en étant pro-life et en militant ainsi, non seulement vous empêchez Miranda d'avorter,
et de disposer librement et en toute sécurité de son propre corps, mais vous participez également au fait que les États-Unis ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé de tous les pays développés. En fait, c'est pas anodin. Les États qui ont ces lois qui sont dotés de ces lois sur l'avortement, donc que j'ai cité plus haut, les plus restrictives, présentent les taux les plus élevés de mortalité infantile et maternelle. Donc pour finir sur une note un peu plus légère, précisons que les lois adoptées ne sont pas encore entrées en vigueur. La seule clinique du Missouri a été sauvée le jour où elle devait fermer. Le projet de 6 semaines a été bloqué. Certaines lois ont été invalidées car elles sont inconstitutionnelles. Des milliers de personnes ont pris part à des rassemblements, etc. Donc bref, comme disait George Carlin, on l'appelle rêve américain parce qu'il faut être endormi pour y croire. Alors réveillons-nous, ouvrons les yeux et continuez de nous battre. Fuck yeah. Oui, bah voilà, ça contraste un petit peu avec ce que je disais juste avant Oui, c'est un pays plein de contradictions Voilà. et qui a fait des belles choses, mais qui recule aussi beaucoup. Et on Ces espère dernières années ouais. particulièrement. Mais C'est que l'Alabama, il en tient une bonne couche. Hein. l'Alabama, c'est la Ouais. loi la plus... On aurait pu mettre un petit Sweet Home Alabama ce Ouais. soir. La plus restrictive, clairement, c'est à partir du moment où tu es enceinte, tu n'as pas le droit d'avorter, Oui. quelle que soit la raison. Oui. Après, c'est pas pour faire l'avocat du diable, on dénonce ce qui se passe aux États-Unis. En France, on n'est pas franchement Exactement, on mieux n'est placé. pas Hein. Donc si ça vous choque, Voilà. tout ce que je viens de dire, n'oubliez pas que tout est envisageable. Voilà, exactement. La première puissance mondiale peut sereinement appliquer ce genre de loi. Donc, Oui, après, c'est à voir maintenant Restons avec vigilants. Joe Biden quelle marge de manœuvre il va avoir, parce qu'en effet, il a des juges qui sont quand même pro-life. alors les pro-life et les pro-choice, en regardant un peu les chiffres, ça divise littéralement le pays, ça se joue à 48-52%, enfin c'est vraiment c'est tout le temps sur le fil du rasoir, donc Bah, rien n'est joué. De toute façon, quand on Ça, voit à quel compliqué. point il a gagné avec finalement pas tant enfin un petit oui. C'est quand 3 même. très bonnes journées pendant le dépouillement. Ouais, c'est clair. Non, rien c'est n'est sûr joué. que quelle va être leur marge de manœuvre ces 4 prochaines années, c'est difficile de savoir. Même déjà au sein du Parti démocrate, il y a déjà des voix qui commencent à se lever contre Joe Biden, qui dénoncent le fait qu'il soit pas assez radical. En même temps, le mec c'est un peu Juppé, quoi. C'est pas non plus Mélenchon. Hein. Enfin, non mais c'est vrai, on s'est tous réjouis. Ouais, Joe Biden et tout. J'ai vu un tweet qui m'a fait très très rigoler justement. C'était je relativise un petit peu. C'est comme si on venait d'élire Juppé après 4 ans de Bigard et de justesse. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Nous, on voit les démocrates comme des gens de gauche. Et... Disons qu'on voit surtout que virer ce Donald Trump, quoi. Voilà. Déjà. C'est énorme. Concentrons-nous sur le voilà. positif. Déjà. Non, mais déjà, c'est un revirement. Et puis, en espérant que... S'il installe pas sa dictature avant janvier prochain, quoi. Voilà. C'est ça. Mais justement, tout ce dont tu parles sur l'avortement, moi, pendant le confinement, non, même pas le confinement, si un petit peu avant, là, j'avais un train de retard et j'ai suivi la série Mrs. America. Voilà. C'est le thème de la soirée, on est d'accord. C'est une série qui a été diffusée en France début 2020. Mais bon, moi, hasard de l'histoire, je l'ai visionné en plein pendant les dernières élections présidentielles aux États-Unis. Donc j'ai eu une espèce de boulimie de séries et de documentaires sur le thème des États-Unis. Et donc j'ai plongé dans Mrs. America. C'est une série en 9 épisodes réalisée par la Canadienne Debbie Weller et avec pour actrice principale Cate Blanchett, donc une actrice qui est quand même hyper engagée en ce qui concerne les droits des femmes au passage. Et dans cette série, Cate Blanchett, elle incarne Phyllis Schlafly, une activiste conservatrice des années 70. Donc voilà, là on tire les ficelles de ce que racontait Salomé tout à l'heure et de ce dont tu parlais à l'instant. C'est donc une adversaire de la cause féministe et qui est connue pour avoir notamment mené un combat contre l'Equal Rights Amendment, donc l'IRAE, une proposition d'amendement qui visait à inscrire l'égalité des droits entre les sexes dans la Constitution américaine. Donc l'IRAE avait été rédigée dans les années 20, mais jamais adopté. Et en 1972, porté par justement tout le mouvement de libération des femmes, il est enfin voté par le Congrès. Sa ratification par au moins 38 États de l'Union, il doit être ratifié par au moins 38 États de l'Union, comme l'exige la Constitution. Ça semblait être une formalité, mais c'était sans compter sur Phyllis Schlafly et sa belle choucroute sur la tête. Une mère de famille de l'Illinois, très éduquée, qui avait déjà un poids politique et universitaire très fort, qui lance une bataille politique sur la place de la femme
qui va contribuer à changer définitivement le cours du conservatisme et du mouvement féministe américain. C'est le début de quelque chose au niveau du conservatisme aux États-Unis. Donc elle monte des comités de femmes au foyer aux 4 coins du pays, surtout des femmes blanches, issues de milieux plutôt aisés, qui vont s'imposer dans l'espace médiatique et assaillir leurs élus de lettres, de pétitions et de gâteaux faits maison, pour peu à peu faire basculer le rapport de force en leur faveur. Donc le topo est posé. La série, en gros, elle utilise vraiment les images dignes d'un Mad Men sous brushing et pas de def, où l'on voit une partie de l'histoire contemporaine américaine méconnue, avec notamment toutes les figures du féminisme américain, Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, donc la première femme afro-américaine élue au Congrès, Bella Abzug. Et surtout, on y voit tous les affres de la politique américaine à base de manipulation et de rebondissements en tout genre. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, donc c'est pour une fois, c'est le portrait d'une anti-héroïne qui est parfaitement incarnée, qui évite de tomber vraiment dans un schéma du bien contre le mal, qui expose les difficultés rencontrées par toutes les femmes contre le patriarcat, mais aussi un combat qui se passe au sein des groupes d'activisme, quel que soit le camp, pro-féministe ou anti-féministe. Kate Blanchett, elle est incroyable dans son rôle d'activiste froide, conservatrice et déterminée à défendre le statut de femme au foyer. Elle frôle parfois la caricature, mais elle est un personnage qu'on adore détester. Son combat contre la ratification de l'amendement va la mener paradoxalement à s'extraire de son statut de femme au foyer, qu'elle défend tant, pourtant, poussant même jusqu'à reprendre ses études. Bref, une femme comme tous les humains, pleine de paradoxes. Et donc Mrs. America, c'est une série nécessaire qui fait terriblement écho à notre société actuelle, aux années Trump notamment. Elle a vraiment lancé ce mouvement conservateur, notamment près des femmes. Au mouvement notamment du Tea Party de Sarah Palin. Souvenez-vous, cette mère de famille, anti-IVG, pro-famille, pro-armes, qui chassait le grizzly. Voilà. Un mouvement que Phyllis Schlafly a beaucoup influencé, tout comme elle aura poussé Ronald Reagan vers l'élection en 1980. Bref, une série à dévorer qui met en lumière les femmes de l'histoire américaine, contemporaine, et leur place dans la politique aussi, un sujet qui est quand même assez peu abordé. Voilà, je vous recommande, c'est sur Canal+ série. Les petits malins, vous pouvez le craquer, faites ce que vous voulez. C'est illégal. Voilà. Nous ne sommes pas responsables. Non, ouais, mais ils abordent notamment la question forcément du droit à l'avortement et plein d'autres choses, et c'est une super belle série que je vous recommande. Voilà. Et on va s'écouter un petit morceau. Oui, tout à fait. Et du coup, je vais vous présenter Yanesha Franklin, qui a grandi à Southside, Chicago, et qui s'est mis au rap vers l'âge de 12 ans. Elle était d'abord très fière et pas facile. Son oncle la surnomma un jour Sasha Fierce, d'après l'alter ego qu'avait adopté un temps Beyoncé. Et pour la même raison, parce qu'il y allait franco au micro sur son premier titre, What We Do, ses amis lui lancèrent wow, tu vas fort, you go hard. Tout cela est resté, et au moment de débuter une carrière de rappeuse, la jeune femme est devenue Sasha Go Hard. Entre-temps, elle était entrée en contact avec un adolescent dont elle avait apprécié les morceaux postés sur Facebook, un certain Chief Keef. Elle avait rejoint son entourage et appris auprès d'eux à enregistrer sa propre musique. Tout cela se déroulait au début des années 2010 et le timing était parfait, car en 2012, badaboum, tout à coup le monde trépidant du rap. Il y avait plus attendez, j'arrive plus à lire. Il n'y en avait plus que pour ce style que pratiquaient les gens issus des quartiers chauds de Chicago, la drill. Donc c'est un dérivé de la trap music, mais plus sauvage et plus sordide, plus rugueux, sans les atours chamarrés et sans l'humour que peut avoir certains trucs de rap du sud. Donc Chief Keef sera l'incontestable tête de gondole de ce mouvement, et proximité aidant, Sasha Go Hard sera la première rappeuse du genre, qui en compte désormais beaucoup d'autres. À 21 ans, avec ses raps rudes, son apparence sobre et ses tatouages, elle ne surjoue jamais de son sex appeal ni de l'allure de garçon manqué. Elle offre un visage féminin à cette scène qui en avait bien besoin. Tout était donc prêt avec ce second projet Do You Know Who I Am, donc qui se joint à la déflagration drill, d'autant plus que Sasha y avait mis les formes, produit exclusivement
exclusivement par des gens de Chicago. Avec ce manifeste qui était Do You Who I Am, Sasha Go Hard proposait grâce à de franches réussites comme I Think I Like That quelques hymnes à ce genre musical. Elle prouvait également avec toutes ses vidéos et elle paradait avec des cohortes de filles. Elles se sont vraiment appropriées en fait tout le truc du gangsta rap en fait, mais elles sont que des femmes en fait. Ça twerk à fond dans les clips. Voilà, quand elle invitait Sheila Hash, et l'autre future grande dame de la drill, Cathy Godband, sur le tube Real Beach. Puis sur la finale High Hota, que cette musique éminemment agressive serait également et de manière significative une affaire de femmes. Donc on écoute le morceau, donc c'est un feat avec Sasha Gothard et Cathy Godband qui s'appelle Energy. They came. Got it from David and it go crazy. I just seen this bitch who I don't like it, she was quiet. Caught her boyfriend staring at me like he wanna bite it. What happened to that energy you had when you was typing? Bitches be the biggest gangsters till it's time for violence. I just seen this bitch who I don't like it, she was quiet. Caught her boyfriend staring at me like he wanna bite it. What happened to that energy you had when you was typing? Bitches be the biggest gangsters till it's time for violence. Thought that you wanted to beef, you was just talking like you from the street. Tryna act up like you won't get a beat. Talking real loud below when we meet. Bitches be miserable just tryna get to you, want your attention, but shit is not free. None of my homies want me to be fighting, they'd rather just pull up and get you for me. Yeah, I'm a charge, can't get me for free. Do not want your heart, I just want some D. Feel like I'm in Mars, I'm high like a tree. I'm bringing bars, you bitches is weak. Don't need bodyguards, my bitches be deep. Pull up different cars, don't walk in the street. Bitch, I'm a star, light up like a bee. Keep backing hard, get hitting your teeth. Eat. Keep my ass open, don't trust shit. Sasha baby, who they can't fuck with. Even on my bad days, but I'm up, bitch. Scary assholes ain't gon' bust shit. Married to the game, sorry, can't cuff shit. But I do got a man who I tuck with. Those mad assholes don't fuck with. Where you at? Ain't hard to get up with. I just seen this bitch who I don't like it, she was quiet. Caught her boyfriend staring at me like he wanna bite it. What happened to that energy you had when you was typing? Bitches be the biggest gangsters till it's time for violence. I just see this bitch who I don't like it, she was quiet. Caught her boyfriend staring at me like he wanna bite it. What happened to that energy you had when you was typing? Bitches be the biggest gangsters till it's time for violence. Katie been drilling since drilling been drilling. Bitches all in they feelings. Finna go hard like Sasha on these hoes. Stand up tall and squash them with the flows. Couple gangsters marching with them poles. Kick some shit that knock them off their toes. You know I can get a little crazy, right? But I'm conscious of my goals. Katie Katie they gon' tell you Katie hot. That's not my body language. They gon' say I say a lot. Trucks in the water, play the yacht. Let them niggas spray the block. That's why I stay low like midgets. And I stay out the way of ops. Represent the summer the winter. Time to eat, ain't missing my dinner. I'm on my post like I'm a sinner. In my lane with nothing but winners. Repenting my sins like I'm a sinner. I just put in that work. After he finishes dirt, I'm gon' be his dessert. I just seen this bitch who I don't like it, she was quiet. Caught her boyfriend staring at me like he wanna bite it. What happened to that energy you had when you was typing? Bitches be the biggest gangsters till it's time for violence. I just see this bitch who I don't like it, she was quiet. Caught her boyfriend staring at me like he wanna bite it. What happened to that energy you had when you was typing? Bitches be the biggest gangsters till it's time for violence. Got it from David and it go crazy. Et voilà un petit peu d'énergie avec Sasha Gohard feat Cathy Godband. C'est encore un morceau déniché par Marie pour le chant des sirènes sur Westrack Radio, puisque ce soir on aborde les États-Unis d'Amérique, les States, les USA, le rêve américain, etc. Tout ce que vous voulez. Voilà, on parle du féminisme à l'américaine. Voilà, on surfe sur l'actualité du moment et voilà, on vous raconte un petit peu l'histoire du féminisme aux États-Unis, les séries à regarder, voilà, un petit peu plus d'histoire. Et Marie, toi ce soir, tu voulais nous parler d'une personnalité incontournable du féminisme aux États-Unis. Tout à fait, parce que je me suis posé la question et je vous la pose d'ailleurs. À quelle femme américaine je pense quand je pense féminisme? Donc à part Kathleen Hanna bien sûr que j'adore de Bikini Kill et qui a un peu créé le mouvement Riot Girl. Je pense à Angela Davis, mais vous?
Pas Sarah Palin. Non. Je lui mets 0 pointé. Gloria Steinem, que j'ai cité tout à l'heure. Moi, je pense musique. Alors, je pense Blondie, quoi, des Biarritz ou Madonna, ouais. Ouais, Madonna. Je pense plutôt musique. Queen Bee. Ah oui, bien sûr. Canadienne, ça fonctionne ou pas? Non, Qui vit aux États-Unis. Est-ce qu'on dit le rêve canadien tabernacle? Non, américain, fuck yeah. Ok, donc. Salomé, toi, tu penses à... Moi, je pense plus à plein d'artistes femmes dans les années 60-70 qui clairement ont vraiment planté le paysage féministe, qui ont fait plein de choses, qui ont utilisé leur corps. C'est qui ta préf? Trucs et tout. C'est qui ma préf? Moi, ma préférée, c'est Yoko, donc ça, vous le savez déjà. Oui. Et oui, elle est américaine. Je vais entendre. Attention, ce soir, on a la spécialiste des féministes américaines autour de la table. Donc, ça rigole pas. Oui, tu nous avais déjà parlé de Yoko Ono dans une émission. Il y a une grande dame aussi de fer. C'est une femme et elle représente les États-Unis. Non. La statue de la liberté. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé d'elle, la pauvre. Non, j'ai regardé, en plus on sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Ouais. Bah oui, mais après théorie du complot. Ouais, tout à fait. Mais on en reparlera une autre fois parce que c'est l'histoire de la Statue de la Liberté très intéressante. Je pense qu'on peut faire un American Dream number 2. Yeah. Je pense. American je suis chaude. Mais oui, tout à fait, la Statue de la Liberté. Non, je vais vous parler d'Angela Davis, bien sûr, incontournable. Donc la petite Angela Yvonne Davis qui est née un 26 janvier 1944 au Deep South, dans les bas-fonds de Birmingham, quartier surnommé Dynamite Hill, dans l'état de l'Alabama. Le fameux, voilà, aux États-Unis. Ça pose un peu le décor. Donc c'est à l'époque des grands troubles et du racisme exacerbé dans une société ségrégationniste. Ses parents sont communistes activistes. Donc Angela est déjà élevée et bercée dans la contestation et la résistance. Elle reçoit les influences de ses futures convictions politiques et conceptions philosophiques. À 12 ans déjà, elle participe au boycott d'une compagnie de bus pratiquant la ségrégation. En 1958, donc à 14 ans, elle obtient une bourse pour étudier à l'Elizabeth Irving High School de New York, où il existe un programme du coup dédié aux élèves noirs du Sud pour continuer leur scolarité. Donc ce lycée est surnommé Little Red School House. À cause de sa sensibilité aux mouvements sociaux et politiques de gauche. Donc Angela y rencontre des enfants des leaders communistes comme Betty Halftaker, qui plus tard en 1975 écrira un livre sur elle. Angela est recrutée par les jeunesses communistes, The Youth Communist Group. Elle obtient son baccalauréat. En 61, elle rentre à l'université du Massachusetts. Elle rencontre le philosophe Herbert Marcuse, qui sera son guide. Elle étudie après en France de 63 à 64. Elle rencontre le racisme, traîne de l'empire colonial français. Elle se retrouve à Biarritz où elle apprend l'attaque à la bombe dans une église de sa ville natale. Ouais, Biarritz, on ne sait pas. Et bref. Qu'est-ce qu'elle faisait à Biarritz? Voilà, on ne sait pas. Elle se trouve à Biarritz. On ne sait pas. Quand elle apprend l'attaque à la bombe dans l'église de sa ville natale. Donc 4 enfants qu'elle connaît personnellement sont tués. Donc c'est un fait divers routinier dans le sud profond des États-Unis où la vie d'une personne noire ne vaut strictement rien. Donc elle étudie à la Sorbonne, elle va en Allemagne à l'université de Goethe de Francfort. Elle suit les cours de Théodore Adorno. Ses séjours à l'étranger donc enrichissent son expérience de vie, son militantisme avec les Algériens en France, avec les jeunesses socialistes en Allemagne et ses connaissances philosophiques marxistes. Maintenant, Angela est forte, elle décide de rentrer aux États-Unis pour mettre son savoir en pratique et mener le combat de son peuple, le peuple noir. Donc en 1968, elle a que 24 ans, mais elle est boostée à bloc, doctorat en poche. Angela devient enseignante à l'université de San Diego. Elle milite à l'intérieur du Parti communiste, donc, et des Black Panthers, totalement immergée dans la communauté noire qui endure les rafles en permanence, les oppressions de la police raciste, les lynchages, les supplices et exécutions sommaires sont le quotidien. Il faut se remettre un petit peu dans ces années où c'était vraiment pas très drôle d'être noir américain. Ça l'est toujours pas vraiment. Ça l'est toujours pas. C'est pas mais c'est ça. En fait, 40 ans après, ça n'a toujours pas vraiment changé. Dans ce contexte, revendiquer des droits civiques, c'est risquer sa vie à chaque instant.
Elle est témoin de l'assassinat de 3 de ses amis sur le campus, puis dénoncée comme communiste par un de ses étudiants. Angela est renvoyée par la direction de l'université et incitée par le gouverneur d'alors, donc Ronald Reagan, très chouette homme, très chic type quoi. Petit ange parti trop tôt. Voilà. Désormais, elle est surveillée de près par le gouvernement. Et donc dans cet environnement, c'est dans cet environnement que se produisent les circonstances qui vont façonner son destin. Le 7 août 1970, une prise d'otage visant à libérer George Jackson, membre des Black Panthers, condamné à la prison à vie à l'âge de 18 ans pour un vol de $70. Bah oui, voyons, hein, condamné voilà, à perpétuité. Donc ça tourne mal parce qu'il y a 4 personnes qui sont abattues et 3 autres qui sont grièvement blessées. Donc Angela étant membre du comité de soutien de George Jackson, elle est accusée par le FBI d'avoir procuré les armes qui ont permis ce coup de force. Certes, elle est noire, mais en plus, c'est une femme. Donc Angela est la 3e femme de l'histoire à être inscrite sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, la célèbre Most Wanted List. Mais elle reste introuvable. Durant 2 mois, la Panthère Noire déjoue la poursuite du FBI. Pendant cette traque à travers les États-Unis, sa renommée se façonne, grandit et de nombreuses pancartes fleurissent sur les murs et les portes des maisons. Angela, notre sœur, tu es la bienvenue dans cette maison. Donc ça, c'est voilà, elle a un soutien populaire énorme. Elle est arrêtée le 13 octobre 1970 dans un hôtel, accusée de meurtre et de séquestration. C'est la peine de mort. Donc, elle est placée en détention provisoire pendant 16 mois au Women's Detention Center de New York, mais l'opinion publique internationale se mobilise pour la supporter. John Lennon et Yoko Ono chantent la chanson Angela. Les Rolling Stones écrivent et composent pour elle Sweet Black Angel. Prévert lui écrit un poème. Bref, des manifestations monstres grondent dans toutes les capitales mondiales. À Paris, 100 000 personnes demandent sa libération, avec en tête de la foule Aragon et Sartre. Bref, grâce à la pression internationale, elle est acquittée le 4 juin 1972 de toutes les charges qui pèsent contre elle par un jury composé uniquement de blancs, donc quand même, au cours d'un procès hyper médiatisé, bien sûr, qui met à jour une machination du FBI. Bah oui, ils sont super aussi. Angela est libérée sous caution, mais devient du coup un monstre sacré, une figure de la justice et de l'égalité. Elle multiplie ses combats pour la paix au Vietnam, pour l'égalité des femmes, contre le racisme et l'oppression. Aujourd'hui, elle est toujours rebelle, à 72 ans. Elle lutte contre l'abolition de la peine de mort aux États-Unis et contre le système carcéro-industriel, cette industrie pénitentiaire devenue une manne inépuisable pour le gouvernement et les sociétés privées qui la contrôlent. Angela donne des cours sur l'éveil de la conscience à l'université de Santa Cruz en Californie. Encourage l'esprit critique face au prêt-à-penser. Angela Davis rejoint le comité international de soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent Orange et au procès de New York. Bref, une grande dame qu'on salue ce soir. Oui, salut Angela. Salut Angela, Ouais, bisous, big up. si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, on pense à toi. Non mais voilà, ça c'est tous les États-Unis quoi. C'est tout de suite des figures démentielles, des icônes. Ça traverse tout le monde. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment, En fait, c'est des stars quoi. Ouais. Enfin... Dès que tu touches, dès que tu abordes quelque chose aux États-Unis, ça irradie le monde. Surtout vu les pressions qu'elles subissent. Enfin, voilà quoi, elles sont condamnées. Puis finalement, en fait, c'est un montage du FBI parce qu'elle est noire, parce qu'il faut trouver des boucs émissaires, et que finalement, non, il y a le soutien mondial qui est avec elle, et puis elle est cultivée. Enfin, c'est voilà quoi. C'est un beau portrait icône. en tout cas. Bah ouais, carrément. Merci. En parlant FBI, tu vois, dans toutes les séries documentaires que j'ai dévorées sur les États-Unis pendant les élections, il y a une série qui s'appelle The Comey Rule et qui parle en fait du directeur du FBI, James ou John ou quelque chose Comey, qui était directeur du FBI au moment de la précédente élection présidentielle. Et je vous en dis pas plus. Et ça montre vraiment justement le système. Enfin, l'influence du FBI sur la politique et aussi l'inversement, c'est super intéressant. Voilà, c'était la petite parenthèse tout américaine. Tout est lié. Voilà. American, okay. Et super, merci beaucoup Marie pour ce portrait, parce que je pense que c'est une personne dont on a beaucoup entendu parler, mais on connaissait pas forcément tous ses faits. Et qu'on a beaucoup à apprendre. Ouais, on a beaucoup à apprendre. Et puis ça clôt, je trouve, plutôt bien, même si on pourrait encore faire des émissions et des émissions sur la thématique américaine, je pense. C'est mon petit côté américain, c'est pour ça.
Donc voilà, on va vous quitter avec un dernier morceau forcément sélectionné par Marie. On va se retrouver dans 15 jours pour la dernière émission de 2020. Parce que d'ailleurs, ce soir, c'était la 60e émission du Chant des Sirènes. Bon, Quand même, on ouais. les fait pas. Hein. Non. Bon anniversaire. Ça fait moins que Madonna. Ouais. Oui, parce qu'on a vérifié tout à l'heure, Madonna a 62 ans. Et Voilà. oui, tout à fait. Et elle, ça lui a Et moins elle en réussi. paraît plastique. Ouais, c'est ça. C'est la sœur Bogdanov maintenant. Donc voilà, on se retrouve dans 15 jours pour la dernière émission de 2020. On va essayer de finir cette année de pub en apothéose. Tout à fait. Voilà, merci les sirènes. Merci à toutes d'avoir été là ce soir. Mais merci à toi, Caro. Merci à nos nombreux auditeurs et auditrices. Et Marie, on te laisse présenter le dernier morceau, puis on vous dit à bientôt. Allô. Et bah ouais, du coup pour clôturer cette émission sur les States, j'ai découvert on va reparler de Cathy Got Band, Sasha Got Hard, en fait qu'on montait un collectif qui s'appelle WWA. Pour Women with Attitude, donc c'est un gros clin d'œil en fait au groupe NWA, donc Niggas with Attitude, qui est donc un album qui s'appelle, parce que le morceau s'appelle Straight Out Chicago, et l'album donc de NWA sorti en 88 et 89 s'appelle Straight Out Compton. Donc c'est un groupe de LA en fait, elles font un gros clin d'œil au rap gangsta, parce que c'est eux qui ont créé le rap gangsta. Donc c'était un groupe à la base avec Eazy-E, Dr. Dre et Ice Cube qui ont créé le gangsta rap, qui était très agressif à l'époque et tout ça, avec des textes très vulgaires. Ils ont été censurés par toutes les radios américaines, grand public, etc. Mais ils ont quand même vendu 10 millions de disques. Et voilà, donc c'est vraiment un collectif de meufs, donc elles sont super quoi, c'est vraiment des grosses badass, elles se sont retrouvées, enfin ça respire la sororité, elles sont super. Donc il y a Cathy Got Band, Sasha Got Hard, Shala Hash et Lucy Lee, et voilà, on écoute le morceau pour finir, Straight Outta Chicago. Salut, Salut. bisous. Straight out of Chicago. You know I'm from Chicago. Stay reppin' Chicago. Straight out of Chicago. Straight out of Chicago. You know I'm from Chicago. Stay reppin' Chicago. Straight out of Chicago. Straight out of Chi-Town. A crazy little bitch named Katie. I used to ride around there and drill on them daily. Now I'm rapping, chasing shakes, going crazy. Flow crack like I came from the 80s. Bitches weak, no work, hoes so lazy. Through some bands of VIP, got a turkey, bitches hate. Chi-Town, yeah, that's my city. Most bitches won't smoke and I give it for free. I know the power of $1 is easy to see. You need a verse for a track, then send it to me. You know I Katie mix a dope, can't spit it for free. And everything I touch I murder, and I'm straight out of Chi-Town. You know I'm from Chicago. Stay reppin' Chicago. Straight out of Chicago. Straight out of Chicago. You know I'm from Chicago. Stay reppin' Chicago. Straight out of Chicago. Straight out of Chicago, where the boys and the best play. When niggas try to get it in their way. When niggas getting wiped out every day. It's the home of Bump J and Kanye. We sell drugs and we crack cards. Long gold plans in the backyard. With 9 out of 10 niggas rapping. And we don't like to talk, we bout that action. I lost my BD and my brother in the same week. So it ain't shit you can tell me, I'm up in the streets. And I ain't acting like it's sweet, bitch, I still struggle. I for real hustle, straight out of Chicago. You know I'm from Chicago. Stay reppin' Chicago. Straight out of Chicago. Straight out of Chicago. You know I'm from Chicago. Stay reppin' Chicago. Straight out of Chicago. Look, come chop it up with some real niggas. In Chicago, you can get killed in the field, nigga. I don't even wanna deal, nigga. I made money independent, really, what else could they give, nigga? Shit ain't been the same in the game, it's a shame. Niggas get some fame on they name, then they change. Pull up on your main in the range, give me brain. Shorty got some game on his brain, here lame. Chicago, my city, wherever I go, everyone rockin' with me. Salute to who with me, the low where I'm from. Ask about me, bet they say I go Straight out dumb. of Chicago. You know I'm from Chicago. Stay reppin' Chicago. Straight out of Chicago. Straight out of Chicago.